17h. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Le peuple demande la justice et il l'aura. Bienvenue dans le magazine événements sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Depuis le 6 juin, c'était deuxième tour élection présidentielle dans Pérou. Yo continué à compter ou bien recompter vote yo pendant que candidat de gauche Pedro Castillo fait connaître que c'est lui qui remportait l'élection ça yo avec 50,2% des voix, soit 71 000 voix qui fait la différence avec candidat qui vient en deuxième position d'après l'IA, c'est Keiko Fujimori, candidat de droite, qui lui-même contesté victoire ça, il dit que gagne fraude qui fait l'élection, gain coquin pour lui, il a dû éliminer environ 200 000 bulletins. Voilà pourquoi le tribunal électoral là a recompté bulletins dans Pérou. L'autre sujet qui intéresse nous là en programme ça, c'est rencontre G7, sommet qui fait sorti 11 rivé 13 juin avec 7 plus gros puissances, c'est l'Allemagne, la France, l'Italie, Royaume-Uni, Canada, Japon avec États-Unis. Dirigeants pays ça ont rencontré l'en Corbis Bay, l'en Angleterre. Yo fait tout ça yo capable pour yo paraître unis. Ceci en bas influence États-Unis. Unis sous grand dossier qui a brassé bille planète là, tant qu'ou question climat, tant qu'ou question pandémie Covid-19 là, mais yo parlé tout sous la Russie avec la Chine. Pedro Castillo est déjà le président, c'est la volonté du peuple. Jean-Claude Abdou, candidat de droite dans élection qui fait Pérou, deuxième tour élection présidentielle, Keiko Fujimori, qui gagne 46 ans, qui passé comme moun qui perdu élection 1, lui-même, li levé campé, li dit non, li pas perdu élection ça, d'ailleurs, li mandé recompter une quantité vote que y a recompté kounia, tandis que rival Lia qui en face Pedro Castillo, lui-même, li dit que c'est lui qui remporté élection ça, lui-même, li gagne 51 ans. Autorités ont continué à recompter, examiner des dizaines de milliers de bulletins dans Pérou. Gain fraude, c'est ça Keiko Fujimori dit. Il dit que gain de bagailles graves qui passait l'an élection ça qui fait le 6 juin dans Pérou. Il fait connaître, il paraît pour reconnaître résultat, mais faut yo tan jusqu'à ce que yo fin
re-examiner tout vote qui était fait l'an élection. Li dit que gagnait en pile irrégularité qui allait en faveur adversaire là. C'est enseignant syndicaliste Pedro Castillo qui gagne 51 ans. Bon côté pal, Pedro Castillo dit partisan Lio prend patience, rete calme puisque victoire a vini quand même. D'ailleurs, il y a des messages de félicitations qui sortent dans plusieurs pays qui gagnaient à la tête des dirigeants de gauche en Amérique latine. Tant que, par exemple, les présidents argentins, boliviens, président argentin, c'est Alberto Fernandez, et puis président bolivien, c'est Luis Arce qui saluait Pedro Castillo. N'a rappelons que d'après dernier comptage qui était fait là, gagné 51 000 voix qui séparait deux candidats et yo l'en avantage Pedro Castillo, tandis que, n'a répété ça, bon côté par Fujimori, il mandait éliminer 200 000 voix qui, d'après lui, c'est vote coquin. Tension donc entre-temps la montée dans le pays Pérou après 8 jours que a compté recompté et président par intérim qui l'a pour un petit bout de temps Francisco Sagasti li mandé acteur qui l'en tout deux camps yo pour kembe calme yo. On nous fait qu'on y a un coup de jet sous situation 8 jours après deuxième tour élection présidentielle yo dans Pérou. Plusieurs dirigeants latino-américains lui ont déjà adressé leurs félicitations. Le candidat de la gauche radicale savoure. Le peuple demande la justice et il l'aura. Une semaine après le deuxième tour de la présidentielle au Pérou, Pedro Castillo tient la corde avec 50,2% des suffrages et près de 70 000 voix d'avance sur sa rivale. Résultat encore provisoire. On ne peut pas jouer avec la démocratie. Une critique non dissimulée en direction de sa concurrente de droite, la conservatrice populiste Keiko Fujimori, qui refuse de concéder la défaite. C'est tout l'enjeu de cette troisième tentative d'élection pour elle. Battue, elle serait privée de l'immunité présidentielle et retrouverait la prison à terme. Le procureur chargé de l'affaire Odebrecht demande d'ailleurs la révocation de la liberté conditionnelle qui lui a été accordée en mai dernier. Je vais assumer mes responsabilités sans me laisser distraire par ce genre de demande absurde, arbitraire et sans fondement. La fille de l'ancien président péruvien a déjà passé 16 mois en détention provisoire pour financement illégal de campagnes électorales. Elle risque une lourde condamnation pour corruption et a donc fait le choix clair de la contestation. On est dégoûté de tant de corruption. Pedro Castillo est déjà le président, c'est la volonté du peuple. Keiko Fujimori, qui bénéficie elle aussi du soutien d'une partie de la population, réclame l'invalidation de près de 200 000 bulletins de vote au nom d'une supposée fraude dont aucune instance ne s'est fait l'écho jusqu'à présent. Quelle fraude? Interroge même en substance le président par intérim. Francisco Sagasti invite les partisans impatients des deux bords au calme dans l'attente des résultats. Nous garder et comment nous capables de comprendre situation cap développer là dans Pérou, analyse depuis Lima avec journaliste Romain Mingus. Les résultats officiels aujourd'hui ne sont pas encore prononcés, mais il s'avère en tout cas que rien ne pourrait empêcher Pedro Castillo de devenir officiellement président de la République du Pérou, à part évidemment une série de manœuvres illégales, voire un coup d'État institutionnel. Néanmoins, dans un Pérou qui est très 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 marqué par la crise sanitaire et par une très grande crise économique, peu d'acteurs, à part évidemment un certain secteur qui gravitent autour du parti Fuerza Popular, n'ont intérêt à une conflictualité aiguë, et à une ambiance de guerre civile, y compris une partie de la bourgeoisie péruvienne qui n'a pas envie évidemment que cela puisse
altérer ses intérêts économiques. Ce qui est en jeu, c'est que Keiko ne défend pas seulement l'élection, elle défend sa liberté, puisqu'elle est accusée donc de blanchiment d'argent et de corruption. Elle risque 25 ans de prison. Et mardi 8 juin, le procureur qui suit cette affaire a ordonné réouvrir le cas de Keiko Fujimori. Et donc le lundi 15 juin, il se pourrait qu'il y ait une ordre de capture contre Keiko Fujimori pour la placer en détention préventive, puisque elle s'est réunie avec des autres impliqués, donc ça elle n'avait pas le droit, bien évidemment, non, évidemment beaucoup de personnes dans son parti sont impliquées dans ces cas de blanchiment d'argent, donc elle est apparue à côté de ces gens-là, et c'est ce qui a motivé le procureur à peut-être demander la détention provisoire. Donc là, il y a aussi tout un aspect juridique qui rentre en jeu et qui explique aussi en partie pourquoi Keiko et son clan utilisent toutes sortes de types de recours. C'est tout simplement pour gagner du temps et lui éviter de passer par la case prison. Nous attendons toujours les résultats officiels, mais il s'avérerait tout de même que Pedro Castillo, normalement, devrait être déclaré président de la République du Pérou. Et puis, on coup de jet sous contexte politique là en Pérou, avec perspective qui est capable de présenter, c'est Christophe Ventura, spécialiste Amérique latine dans l'Institut Relations Internationales IRIS, qui a répondu à une question France Culture. On va avoir vraiment effectivement un résultat d'une élection qui va se tenir dans un mouchoir de poche entre deux candidats que tout oppose et où manifestement les logiques électorales disons ont surtout été de voter d'utiliser un bulletin pour éliminer l'autre candidat. C'est ça qui, à mon avis, caractérise l'élection. Rappelons que les deux candidats, Pedro Castillo et Keiko Fujimori, au premier tour, en cumulé tous les deux, atteignaient 31% des voix exprimées. Ils n'ont d'ailleurs aucune majorité au Parlement lorsque ce dernier va siéger à partir du 28 juillet prochain, qui est la date de prise de fonction du prochain ou de la présidente péruvienne. Donc aucun n'aura de majorité. Donc on est vraiment dans un scénario qui va être très très bloqué et qui risque de produire énormément de tensions politiques dans ce pays. Alors que l'un des enjeux de cette élection, c'était de stabiliser le Pérou. Le président Vizcarra avait été démis de ses fonctions par le Parlement en fin d'année dernière et depuis une grande instabilité, depuis plusieurs années du Pérou. Alors on verra si les résultats, notamment dans les Andes ou sur la côte, font basculer vraiment les résultats en faveur de ce candidat d'extrême gauche, qualifié d'extrême gauche. D'ailleurs, de quelle gauche s'agit-il quand on parle de Pedro Castillo, qu'on le replace dans le contexte politique péruvien qui a connu dans les années 80 et 90 la guérilla marxiste-léniniste du Sentier Lumineux? Voilà comment est connoté, vu d'ici, l'extrême gauche au Pérou. Est-ce que c'est le cas de Pedro Castillo? Quel est son programme? Alors, le programme de Pedro Castillo tient à peu près en trois grands axes. C'est la santé, l'éducation et une réforme de l'agriculture agraire en fait au Pérou, ce qui dans le contexte a une importance très très forte. Ce qu'il propose en gros, c'est d'organiser le retour de l'État dans la gestion économique. Vous êtes au Pérou dans un des pays qui a été le plus, touché depuis justement les années 80 dont vous parliez par les libéralisations, le consensus de Washington, les politiques orthodoxes dites néolibérales, où justement l'État est très absent de la vie économique. La constitution d'Alberto Fujimori, voilà. Le père donc de la candidate de droite. Voilà, c'est ça, qui date de 1993. Alors c'est un peu comme au Chili d'une certaine manière, où finalement la constitution consacre les droits privés au détriment des droits sociaux d'une manière générale, et fait la part belle, disons à la libéralisation et à l'économie de marché. Et donc vous êtes dans un pays où l'État s'est largement retiré et a beaucoup vendu ses actifs, ce qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec la corruption systémique qui caractérise ce pays.
où le pouvoir politique a beaucoup vendu les entreprises péruviennes, où les relations avec le secteur privé et les multinationales sont très très poreuses. C'est un des facteurs d'explication. Enfin, quoi qu'il en soit, le programme, c'est de remettre l'État en quelque sorte un peu au cœur de la vie économique du pays, de nationaliser un certain nombre de secteurs stratégiques, en particulier dans les ressources naturelles et les mines, et puis promet-il 1 million d'emplois dans les premiers mois de sa mandature, et de mettre en place des services publics finalement en matière de santé, d'éducation et d'agriculture. Parlons aussi d'un pays qui est le 5e le plus touché en termes de morts par le Covid. Aujourd'hui, 180 000 morts. Absolue, voilà, 2 millions de personnes touchées, le pays où le taux est le plus fort au monde en termes de comparaison entre le nombre de malades et le nombre de morts, et la population globale. Donc 32 millions la santé est le premier enjeu. Voilà. Face à lui, Keiko Fujimori, c'est la continuité finalement de libéralisme économique, du fait d'assumer l'insertion du Pérou dans les marchés internationaux, l'exportation des matières premières, et c'est là-dessus qu'elle a beaucoup joué pour apparaître comme la garante finalement d'une certaine continuité du libéralisme au Pérou, et c'est pour ça que le choc est frontal entre les deux candidats. Alors après, pourquoi on l'appelle d'extrême gauche, etc. Alors c'est surtout une manière de disqualifier en réalité, de montrer que c'est un radical, quelqu'un de dangereux, et tout ça derrière, c'est l'imaginaire qui a été beaucoup utilisé pendant l'entre-deux tours de Pedro Castillo comme en gros l'Indien communiste, et sous-entendu aussi l'Indien tout court, à savoir ce personnage disons des Andes, rural, ignorant, et que c'est à lui qu'on va confier les clés alors qu'il a fait de longues études, mais c'est vrai que c'est un peu ambigu sa position à Pedro Castillo, parce qu'il appartient à un parti Pérou Libre qui se réclame du marxisme-léninisme et donc plutôt proche d'une sorte de garant de l'héritage du Sentier lumineux, alors que lui dit pas du tout. Moi non, en tout cas. Alors en fait, Pedro Castillo est le candidat d'un parti dont il n'est pas membre. Donc ce parti, dont le siège est dans le nord du pays, effectivement est marxiste-léniniste, a entretenu des liens avec le bras politique du Sentier lumineux, mais lui effectivement n'a jamais été ou n'a jamais pris parti en faveur du Sentier lumineux, au contraire. Et d'ailleurs, il a pris soin pendant tout l'entre-deux tours, un peu obligé, il faut le dire, à prendre ses distances avec, le Venezuela du chavisme, la gauche la plus radicale, latino-américaine, pour s'éviter en quelque sorte cette accusation permanente d'extrême gauche, etc. Il faut voir qu'au Pérou, et dans le contexte d'un pays qui a connu pendant 20 ans, entre 68 et 80, un régime militaire, puis 20 ans de guerre civile, avec le Sentier lumineux en particulier, etc. Être de gauche, c'est être communiste en fait. Donc en fait, il a repris la fonction, disons, du communiste qui doit censé être effrayé la population locale. Non. Et donc il a beaucoup pris ses distances avec tout ça pendant l'entre-deux tours. Voilà, ce qu'il dit, c'est vouloir renverser le diktat néolibéral. Ce sont ces mots de la constitution actuelle, hérités donc de l'époque Fujimori, par exemple, qui ne reconnaît pas le droit à l'éducation, mais le droit des parents à éduquer leurs enfants. Il a aussi un discours qu'on s'attendait pas à entendre dans la bouche d'un homme de gauche. Il souhaite réintroduire la peine de mort. Il est socialement très conservateur pour la famille traditionnelle et contre l'avortement. Il veut se montrer plus dur envers les migrants et notamment vénézuéliens. Ou toujours à suivre événements sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes Internet. Deuxième sujet nous, lan magazine ça, c'est réunion G7 qui finit dimanche 13 juin lan Angleterre. Côté dirigeant 7 gros puissances dans le monde t'es réunis depuis vendredi 11 juin. Ils ont montré volonté pour finir net avec pandémie COVID-19 qui mettait en crise sanitaire mondiale, et ils voulaient pour ta distribuer vaccin tout partout pour capable camper épidémie. Sommet ça a tout, l'été gain la dani, d'après ça, observateur remarqué, ça aurait une lot dynamique qui chita plus sous multilatéralisme occidental avec États-Unis en tête, c'est-à-dire qui virait d'eau tendance que Trump témenait dans sommet ça.
cette puissance yo fait connaître tout que yo vle agir contre changement climatique là qui c'est un problème mondial. C'est un sommet 3 jours qui fait dans sud-ouest Angleterre. C'est premier sommet côté dirigeant capable rencontrer puisque pendant 2 ans qui passait toute rencontre qui était faite c'était pratiquement par visioconférence. Donc président États-Unis, la France, Premier ministre l'Allemagne, dirigeant Italie, Japon, Canada, Royaume-Uni, viennent rencontrer donc face pour face. Et avec leadership Joe Biden dans États-Unis, eh bien, dirigeants yo viennent montrer que yo unis sous une série de grands dossiers qui abaillent le monde problème, surtout question climat, j'en nous dis, question pandémie, Covid-19 là, mais tout yo prend temps pour yo discuter sous la Russie et la Chine et là encore yo chercher d'après observation qui fait gagner une vision commune. Sous question Covid là, nous connaissons des appels qui sortent un peu partout dans le monde pour demander solidarité et gros pays, petits pays, en façon pour être capable d'arriver vacciner le plus monde possible. Eh bien, dirigeant G7 yo garder comment yo capable d'arriver d'ici financement 2022 distribuer 1 milliard de doses de vaccins pour yo capable faciliter une vaccination à grande échelle dans pays pauvres et comme ça capable tout gagner une reprise économique dans pays ça yo même genre ça a fait au niveau pays riche yo. Mais déjà il y a une réaction qui sorti beaucoup côté une série de acteurs notamment l'ONG et tout l'Organisation mondiale de la santé, yo dit que 1 milliard de doses que gros pays au G7 là promettent là, li c'est un poilième l'an sac ta doué fait puisque quand même c'est 11 milliards de doses que au besoin pour être capable de camper épidémie en net dans le monde. Jean-Oudou parlait tout sous question Chine, sous question Russie, et demandé Pékin pour les respecter droit monde, tandis que la Russie lui-même demandé pour les suspendre faire une série de activités qui ont tendance pour virer le monde tête en bas, particulièrement l'attaque cybernétique qui a même frappé une série de pays. L'autre gros question qui était sous table là, c'est problème changement climatique là. Eh bien, G7 là prévoit pour gagner un plan d'action pour capable limiter réchauffement planète là, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Objectif là, c'est pour limiter augmentation température planète là à moins passer 1,5 degré C. C'est dans ce sens ça, il a souhaité diminuer toute activité que a fait, qui a produit gaz à effet de serre, qui lui-même contribué pour chauffer planète là. N'a pas rappelé que scientifique yo dit température planète là faut rester plus bas passer 1,5 degré C parce que si les rivets l'en niveau ça, changement climatique là avine incontrôlable et changement climatique là, c'est lié by toute une série de changements saison que nous constaté, question de gros la pluie qui vini le monde pas patane, question de sécheresse qui rive le monde pas patane avec un bon lot effet encore. N'a fait un résumé ça qui sorti l'an G7 là globalement avec Ursula von der Leyen, c'est présidente Commission européenne. Au G7, la confiance est revenue. Nous partageons les mêmes points de vue, nous partageons les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Nous sommes déterminés à prendre nos responsabilités pour façonner la transformation que nous devons opérer vers une société et une économie plus verte et plus numérique. Voilà ce qu'il faut retenir.
Concernant la Chine, vous annoncez une sorte de projet d'infrastructure compétitif entre les pays du G7 pour concurrencer les nouvelles routes de la soie chinoise mises en place en Afrique du Nord, en Amérique latine et dans le monde entier pour essayer d'acheminer leurs marchandises. Pouvez-vous nous dire exactement de quoi il s'agit et si cela ne risque pas de contrarier Pékin? Nous avons beaucoup discuté de l'importance de faire avancer cette initiative de connectivité et de nous assurer que nous avons le modèle, le meilleur et le plus convaincant. En tant qu'énorme puissance économique au sein du G7, c'est important pour nous de convaincre nos partenaires que les investissements se font sans conditions et sans attache par rapport à la Chine. Nous sommes au Royaume-Uni, il y a toujours un différend assez important entre le gouvernement britannique et l'UE sur le protocole nord-irlandais, ce qui a quelque peu assombri les discussions ici. À quel moment l'UE va-t-elle renoncer à persuader ses partenaires britanniques de respecter son accord et de trouver une autre issue? Aujourd'hui, une chose est primordiale pour nous, c'est la paix et la stabilité en Irlande et le respect de l'accord du Vendredi Saint. Nous avons fait preuve de beaucoup de flexibilité. Nous attendons de nos amis britanniques qu'ils fassent preuve de la même flexibilité, qu'ils fassent leur travail et qu'ils appliquent ce que nous avons convenu. C'est la seule et unique solution pour résoudre les questions liées à un Brexit sur l'île d'Irlande. Et c'est une bonne solution. Nous devrions donc aller de l'avant maintenant. Bien, c'est comme ça, n'a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs avec auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Jeudi, nous t'ai traité deux sujets, une concernée Pérou, côté était gagné élection présidentielle depuis le 6 juin, mais jusqu'à présent, il y a compté vote yo, le moment que émission ça a présenté, il y a compté vote yo et candidat ou pas entendu sous résultat qui sorti yo. Pedro Castillo, candidat de gauche là, li dit c'est lui qui gagnait élection avec 50,2% de voix, tandis que Keiko Fujimori, candidat de droite là, lui-même, li dit que gen qu'aucun qui fait l'élection 1 et le mandé pour éliminer 200 000 bulletins. Et puis, yon l'autre côté, c'est réunion G7 là, qui finit dimanche 13 juin, l'an Corbis Bay, dans Angleterre. C'est là, cette grande puissance yote réunie, l'Allemagne, France, l'Italie, Royaume-Uni, Canada, Japon, avec États-Unis, dirigeants pays sa yo fait gros effort pour montrer yo gen tête ensemble, yo uni sous grand dossier qui jodi a brassé bil planète là, tant qu'ou question climat, changement climatique, tant qu'ou crise sanitaire COVID-19 là, mais yo parlé tout sous la Russie avec la Chine. Parmi sous noté consulté pour magazine ça, gagné AFP, Libération, Les Deux Rives, Euronews, France 24 et France Culture. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash. Sous ça qu'a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non.